Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du Trèfle pour la fameuse preview. On y est, les Celtics sont en finale contre les Dallas Mavericks et donc on se lance sur la preview de ces finales NBA après un épisode de review qui était rondement mené par, il me semble, par Hugo, Azad et Johan. En plus de cet épisode review que vous pouvez toujours aller voir puisque on a un peu de temps avant que les finales NBA commencent, il y a évidemment, on le rappelle régulièrement dans nos épisodes, dans nos podcasts, mais il y a évidemment la chaîne YouTube qu'on a lancée depuis un peu plus d'un mois, je dirais maintenant, et sur lequel Azad notamment propose des vidéos d'analyse du jeu des Celtics notamment, et il en a fait deux sur l'analyse de comment on attaque et comment on a attaqué et comment on a défendu les Mavs lors de nos confrontations en saison régulière notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, aller voir ces vidéos, même les vidéos précédentes qui sont vraiment intéressantes si vous voulez comprendre un peu mieux le basket. Aujourd'hui, pour m'accompagner pour cette dernière preview du coup de la saison 2023-2024, Azad avec moi, donc je l'ai cité, le grand producteur de vidéos analystes du Trèfle. Comment ça va, Azad? Ça va très bien. En vrai, c'est cool. Franchement, c'est cool que l'année on lance la chaîne YouTube. On ait de quoi faire des podcasts et des vidéos d'analyse jusqu'au final. Je pense que ça va être sympa de pouvoir faire ça jusqu'au bout. Donc, plutôt content d'avoir du contenu à faire sur ça. Et content d'avoir enfin une vraie série aussi, avec pas forcément la star adverse qui est blessée. Donc, quand même à analyser, je pense que ça va être un peu plus fun. C'est vrai. Vous en avez parlé. Vous aviez fait une vidéo, un podcast pardon avec Guillaume du Basket Lab, un podcast preview également des finales, et vous abordez justement ce sujet du fait que c'est vrai que le parcours des Celtics a été grandement facilité par les absences chez leurs adversaires, mais faut pas oublier, j'ai bien aimé ce que tu avais dit dans le podcast, et je trouve on n'en parle pas assez, du fait que si les Celtics ont un parcours aussi simple, c'est aussi, alors oui, il y a les blessures, mais c'est aussi en grande partie parce qu'ils ont dominé la saison régulière et ils se sont donné en fait le luxe, le confort en fait de pouvoir dominer en playoff, notamment grâce au seeding. Tu rencontres le Heat décimé, mais le Heat il est décimé et c'est pour ça qu'ils sont 8e aussi. Et ça, c'est parce que tu es en saison régulière, que tu finis premier de la conférence, que ça te permet d'affronter le 8e. Ensuite, tu affrontais les Cavs ou le Magic, qui était quand même un cran en dessous des autres adversaires. Pareil, c'est grâce à ta saison régulière que tu te permets d'avoir ce seeding-là. Donc voilà, ça c'était quand même un petit rappel important, même si c'est sûr qu'on peut pas nier le fait que le parcours des Celtics a été quand même beaucoup plus simple que d'autres équipes, notamment à l'Ouest. Robin, qui est donc le deuxième intervenant. Robin, comment tu vas? Moi, je vais bien. Bonjour à tous. Je suis bien content d'être avec le Scorsese du Trèfle et toi. Donc, du coup, non, c'est un plaisir de vous retrouver là pour parler de ces finales. C'est cool. Cool, mais on va le Scorsese, je m'y attendais pas à celle-là. Pas du tout. Elle est pas mal. Écoutez, je vous propose de commencer. On a un peu le même plan, on va dire, que d'habitude. On va commencer par une petite remise dans le contexte, notamment en ce qu'on a vu en saison régulière.
donc des confrontations Celtics-Mavs. Donc il y a eu 2 matchs, 2 victoires des Celtics. Je vais te lancer Azad directement parce que toi justement en tant que Scorsese, tu nous as fait des vidéos sur notre chaîne YouTube où tu analyses un peu comment on a attaqué et comment on a défendu les Mavs lors des matchs de saison régulière. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les confrontations en saison régulière et est-ce que tu penses que le fait qu'on soit à 2-0 face à eux en saison régulière, ça veut vraiment dire qu'on doit les dominer en playoff ou est-ce que c'est vraiment un tout autre niveau? Il y a deux façons un peu de voir les choses, parce que déjà le premier match, il n'y avait pas encore PJ Washington, il n'y avait pas encore Daniel Gafford, et ils n'avaient pas encore vraiment mis leur théorie, comment ils la pratiquent actuellement, la théorie de leur basket, à disposition. En tout cas, ils ne l'avaient pas vraiment pratiqué sur le premier match. Donc sur le premier match, c'est pas vraiment la même équipe qu'on va affronter en finale. Le deuxième match s'en rapproche un peu plus. Mais le deuxième match, Boston tire à 21 sur 42 à 3 points. Donc tu ne peux pas non plus trop tirer des conclusions sur la victoire. Par contre, ce que tu peux regarder un petit peu plus en détail, c'est du coup comment ils ont attaqué et défendu Boston contre Dallas. Et c'est vrai que offensivement, dans ces 2 matchs, on retrouve beaucoup de fois où le but, c'est vraiment d'attaquer Luka Doncic, voire Kyrie Irving sur des mismatchs. Donc, en fait, l'attaque devrait pas être bien différente de ce qu'on a vu contre Indiana, de ce qu'on a vu contre même Cleveland ou Miami, hein, parce que contre Miami, le but, c'était d'attaquer Tyler Herro. Contre Cleveland, Darius Garland. Et contre Indiana, Tyrese Haliburton. Puis après à peu près tout le monde, hein, TJ McConnell et tout ça. Donc l'attaque de mismatch va continuer du côté de Boston. Là où ça va être peut-être un peu différent, c'est que Dallas a l'air d'avoir pas peur de laisser les autres équipes shooter à 3 points, quitte à verrouiller la raquette. Ils l'ont fait contre OKC et ils l'ont fait contre Minnesota, qui n'a pas le même spacing que Boston, bien sûr. Mais par exemple, OKC, c'était la meilleure équipe à 3 points en termes de pourcentage cette saison. Et pour autant, arrivé contre Dallas, ils n'ont pas pu mettre ça à profit parce qu'en réalité, ils n'avaient pas ces joueurs qui étaient capables d'assumer un gros volume avec une grosse efficacité. Et je pense que le spacing de Boston qu'on met un petit peu en avant depuis le début, il va passer au révélateur. Donc voilà, c'est le révélateur des finales, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres équipes que Dallas qui seraient capables de challenger Boston à ce point-là sur le fait de pouvoir les battre sur du 3 points et essayer d'arriver dans la raquette le plus possible pour obtenir des bons 3 points, parce que Dallas aura aucun problème à laisser Boston shooter en fait. Donc je pense que ça va être un bon défi. Mais sur les deux oppositions, vraiment, ce qu'on peut regarder, c'est que toute la narrative, un petit peu le fil conducteur de la série sera comment Boston attaque Luka Doncic en le chassant et en essayant d'obtenir des mismatchs sur lui. Et de l'autre côté, l'attaque de Dallas, c'est comment ils vont réagir en fonction de comment Boston va défendre Luka Doncic. Parce que il y a aucun joueur à Boston qui peut vraiment stopper Luka Doncic sur du 1 contre 1. Du coup, c'est où est-ce que tu choisis un petit peu de te laisser mordre potentiellement pour perdre le moins de points possible en défense. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on peut prendre comme enseignement des 2 matchs qu'il y a eu en saison régulière. Ça marche. Et du coup, Robin, toi, est-ce que tu es en phase avec ça ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur ce qu'on a pu apprendre de la saison régulière et qu'on peut projeter sur les playoffs? Non, je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait la question ça va être comment chacune des défenses, que ce soit celle de Dallas ou celle de Boston, cache un petit peu ses points faibles ou cache un petit peu les cibles adverses et comment de l'autre côté effectivement tu vas aller justement chercher ces cibles adverses. Donc de notre côté effectivement je pense que Doncic va être notre cible numéro 1 parce que en plus d'essayer de le cibler défensivement, tu vas aussi essayer de le taper un peu Puis faire physiquement, des fautes aussi. de lui faire des fautes, de l'émousser un petit peu pour que physiquement il soit un petit peu moins frais de l'autre côté du terrain. Après, ce qui me rassure et dans ce que Azad vient de dire justement, c'est en fait
Ce qui nous différencie par exemple d'OKC, c'est ce qu'il disait, c'est le volume. Et ce qui me rassure, c'est qu'en plus, c'est notre style. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va s'inventer pour les finales. C'est vraiment une image qu'on a eue, maintenant depuis 2 ans, où tu as quand même un gros volume de shoot pris et générés à 3 points qui sont en plus de bonne qualité. Et en plus, tu as les joueurs qui vont avec. Autre chose, c'est qu'en début de saison, on avait dit que typiquement, on avait un 5 en fait qui pouvait créer des mismatchs sans non plus faire beaucoup de passes, parce que tu as des profils qui peuvent générer des mismatchs grâce à leur faculté en fait et à leur skill set. Et là, typiquement, c'est quelque chose qu'à mon avis, euh, Dallas n'a pas encore rencontré. C'est-à-dire on a vraiment, si JT est pris, bah, t'as Kristaps qui est quand même en capacité de trouver très facilement des mismatchs, Jalen Brown pareil, tout ça, et je pense que c'est un profil d'équipe que Dallas n'a pas encore rencontré offensivement en tout cas. Ça marche. On va rentrer. Alors, juste un petit point avant qu'on rentre justement dans l'analyse plus poussée de l'attaque et de la défense. Petit point infirmerie. Il me semble que côté Dallas, tout le monde sera présent. Je crois qu'il y avait une incertitude sur Derek Lively, qui avait une blessure au cou, je crois, au cervical. Et nous, de notre côté, bah, le gros point d'interrogation, évidemment, ça va être Porzingis, à savoir s'il sera là ou pas. Des dernières infos que j'ai lues, et vous me dites si je me trompe, mais des dernières infos que j'ai lues, il me semble qu'il devrait être présent pour le Game 1. Donc à voir, parce que ça change quand même pas mal de trucs, notamment offensivement, je pense. On est Pour sûr de moi, il le ça? sera, hein. Ah ouais, Pour vous moi, il le pensez? sera. Ok, J'ai je pas de sais pas. certitude, Ok. mais de quelques tweets que j'ai vu passer, euh, c'était quand même plutôt positif, on va dire. C'était quand même genre questionable, mais ça penchait plus du côté pour que du côté contre. Donc, euh, Ok. donc bon, à voir, on aura les infos un peu avant le match de toute façon. On va Ouais. pas se mentir aussi, ça va faire partie là des petites périodes aussi où il va y avoir des écrans de fumée sur Fumé, sa présence totalement. ou Ouais. non, etc., etc. À Ouais. mon avis, je pense qu'il est quand même bien en couveuse depuis un moment maintenant, qu'on bosse bien dessus. Les images et les tweets là qu'on peut voir, etc. Comme quoi il aurait fait aussi une séance complète là hier, je crois. Hmm. Donc bon, il reste Je encore sais. quand même Ouais. quelques jours à ce niveau-là, vu le staff médical qu'on a et tout, quelques jours, c'est quand même pas négligeable non plus. Donc Mhm. à mon avis, il sera aligné. Peut-être qu'il aura des minutes qui sont éventuellement restreintes ou des choses comme ça, mais à mon avis, il va être aligné. Ouais. En vrai, là, le truc, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit hyper mobile parce que Dallas va beaucoup l'attaquer sur le drop et il va vraiment falloir que ça soit du drop mobile. Il va pas pouvoir être seulement utilisé comme un roamer. Poser un peu la question, Titou, sur les matchs que j'ai vus de la saison régulière, ils vont aller le chercher comme ils l'ont déjà fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des joueurs faire des écrans à Doncic jusqu'à que ça finisse par être le joueur qui est défendu par Porzingis qui y a. Et ils ont aucun problème à envoyer 3 écrans qui servent à rien. Si au bout d'un moment, il n'y a plus en fait assez de joueurs du côté de Porzingis pour pouvoir pré-switcher loin du ballon et ils finissent par amener Porzingis sur un plateau. Donc, il va falloir une énorme mobilité et vraiment une capacité à jouer le drop de la meilleure façon possible pour Porzingis. Parce que si Porzingis il n'est pas à 100%, faut pas le faire jouer. Faut pas le faire jouer parce que pour moi, le drop, c'est quelque chose qui va être compliqué à maîtriser face à Doncic. On a bien vu que même, genre, peut-être le maître en la matière et la meilleure équipe défensive de drop, qui est du coup Minnesota, a pas réussi à vraiment, genre, trop stopper l'attaque de Dallas. Je pense pas qu'on soit capable de le faire de manière très efficace si Minnesota l'a pas fait. Et je pense que ce qui va être plutôt intéressant défensivement, ça va être un profil comme Tin Man où tu vas pouvoir faire du switch all un peu comme avec Al Horford. Donc moi je préférais presque qu'il joue pas s'il n'est pas à 100%. C'est intéressant ce que tu dis parce que on peut aussi voir le fait que je pense que même s'il est pas à 100%, il pèsera quand même fortement en attaque. Et du coup, à quel point en fait on décide de bénéficier quand même de son attaque, quitte à le mettre pas à 100% et être ciblé, tu vois, sur pick and roll. Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais je trouve que c'est deux chemins de réflexion et deux pistes de réflexion qui sont intéressantes. Je suis pas sûr de toute façon qu'on est réellement mieux sur pick and roll que même un Porzingis à 80%, tu vois.
Donc vraiment, je sais pas, je tenterai le pari sur le premier match déjà pour voir, parce qu'en vrai, si tu te rends compte qu'il l'est pas, ça veut dire qu'il jouera pas de la série, à mon avis. Ouais, bon point. Donc j'aurais tendance à le tenter le premier match, voir comment tu peux l'utiliser. Et puis après, bah, tu vois comment ça va. Mais je pense qu'en attaque, il peut amener tellement de choses et tellement justement de ce mismatch-là, de ces trucs-là, que j'aurais tendance à prendre le risque en fait. Et puis j'ai envie de te dire, si tu le prends pas finale NBA, Tu le prends quand? après il y a l'été, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Je pense que tu as raison. Et il y a un truc que tu mentionnes qui est hyper intéressant, c'est l'aspect offensif. Et au-delà du spacing, il va aussi pouvoir faire en sorte que Boston continue à utiliser du post-up et du coup de pas faire que du five out. Je trouve qu'il permet un peu d'autres choses, d'autres géométries du terrain. Et sur cette attaque qui essaye vraiment de un petit peu de constiper la raquette, ouais, l'expression de débile, je n'avais pas d'autres mots, désolé. Mais du coup, là, franchement, Dallas, c'est genre, faut de l'imodium en gros si tu veux l'attaquer, parce qu'en gros, il constipe la raquette et il te force à prendre des décisions et même les skip passes en deviennent compliqués parce qu'il bouge vraiment cet espace-là. Et d'avoir un Porzingis, ça peut potentiellement te permettre un peu de changer la géométrie du terrain. Et Boston l'a pas mal fait en plus à attaquer sur les côtés face à Indiana, face à un peu tout le monde en fait, Indiana, Cleveland et Miami. Et c'est vrai que Dallas, eux, vont essayer d'envoyer le porteur de balle vers là où il y a le plus d'aide, alors que Boston, tactiquement, va essayer de passer par les côtés vides, là où il y a le moins d'aide possible. Et du coup, un joueur comme Porzingis, il te change ta géométrie du terrain et il peut faire que les schémas défensifs de Dallas soient moins adaptés ou en tout cas moins efficaces parce que du coup, tu vas moins tomber dans les pièges et tu as une meilleure capacité un peu d'adaptation. C'est d'ailleurs là où, pour moi, Minnesota perd la série. Il la perd pas en défense, il la perd en attaque parce qu'en fait, c'est là aussi où tu te rends compte que Minnesota, en fait, ils sont arrivés en finale de conférence en ayant la 17e attaque NBA. Ce qui est assez rare normalement si tu peux pas vraiment être au-dessus de la moyenne en termes d'attaque. Et au bout d'un moment, ça se grippe une fois que tu arrives en playoff. Et là, ça s'est clairement grippé, surtout quand tu n'as plus le shoot making et tout ça. Donc, je pense que là où tu es en compte, c'est l'apport de Porzingis en attaque. Et après, c'est à quel point il te coûte en défense, parce que du coup, attaquer le drop, ils vont beaucoup plus privilégier ça à Dallas que attaquer du drop, que attaquer du switch all. On le voit d'ailleurs sur les moments des matchs où c'est Al Horford qui est sur le terrain et pas Porzingis. Il y a beaucoup moins d'écran pour Lucas parce que du coup, ça a beaucoup moins d'intérêt de venir un deuxième défenseur et un deuxième joueur. Et du coup, ils essayaient plutôt d'éviter de faire des écrans et d'attaquer sur du 1 contre 1, en fait, tout simplement avec Lucas, parce que Lucas, tout le monde est un mismatch pour lui. Donc, s'il n'y a pas Porzingis et que tu n'as pas attaqué le drop, sur du switch all, ça sert pas à grand chose parce que dans tous les cas, tu vas retrouver sur un joueur que tu pourras t'attaquer. Après, il y a des préférences. Il va adorer, par exemple, les moments où il va y avoir Pritchard sur le terrain, les moments où il va y avoir Sam Hauser sur le terrain, il va les privilégier. Mais sinon, sur du switch all, ça casse un peu la dynamique et les habitudes aussi. Donc, à voir un petit peu comment ils vont doser tout ça. Mais je pense que ça peut être une bonne série pour Tillman. Et alors Ford que j'ai raillé tout le long de l'année à dire qu'il était vieux. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. On peut lui souhaiter bon anniversaire. Et je sais que Robin adore Al Horford. Donc, mais à culpa, Al Horford fait des bien meilleurs playoffs que j'aurais pu penser en défense comme en attaque. Je pensais pas qu'il pouvait assumer un tel volume à 3 points en attaque. Et il l'a fait. Donc voilà, félicitations à lui et félicitations à Robin qui nous l'avait bien dit, ouais. Mais alors, merci Azad pour toutes ces précisions. Du coup, tu as spoil pas mal de points que je voulais aborder, mais en fait, au début, je voulais commencer par l'attaque, parce que je pense que la défense, c'est un peu, enfin, comment nous on va attaquer les Mavs, parce que je pense que comment les Celtics vont défendre les Mavs, c'est le gros point de la série. Mais du coup, t'as teasé tellement de points sur notre défense que je pense qu'on est obligé de continuer là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que la grosse interrogation sur comment les Celtics vont défendre les Mavs, ça va être de savoir est-ce que, si je grossis vraiment le trait, est-ce que on laisse
Luka mette ses 50 points et on le coupe de toute passe possible, notamment sa relation avec Lively et Gafford, mais aussi de ses passes à PJ Washington, à Derrick Jones Jr., etc., dans les corners et tout ça? Ou est-ce que vous êtes plus de la team de se dire faut faire des stuns très agressifs pardon, faire à la limite du edge, voire même du blitz en fait sur chaque pick and roll de Luka Doncic pour le forcer au contraire à lâcher le ballon et en gros jouer un peu au jeu de si on doit perdre le match sur 40 points de Derrick Jones Jr. et PJ Washington qui shoot à 60% à 3 points, bah soit. Mais qu'on choisisse le poison en gros de ce soit au role player de Dallas de nous battre et pas à Luka. Euh, Est-ce que vous êtes là-dessus plutôt sur un des deux choix? Ah bah moi en fait je suis sur le deuxième pour la simple et bonne raison déjà que je pense qu'il y a plus de variance sur des role players que sur Luka et les grands moments. Ensuite je trouve qu'on parle quand même peu de Kyrie Irving qui est quand même la soupape de sécurité de Dallas et qui fait des playoffs qui sont absolument stratosphériques. Donc il va falloir aussi quand même se rendre compte qu'on n'a pas que Doncic. On a une attaque à deux têtes à mon sens même si Doncic est leur superstar et qui c'est lui qui va mener le jeu et tout. Kyrie Irving est aussi en capacité d'avoir ce rôle de régulateur, cet excellent passeur sur pick and roll, avoir un shot making très difficile et tout. Et du coup, de toute façon, je pense qu'il y a deux choses. Il y a se rendre compte que ils ont pas tant de spacing que ça. Ça, c'est la première chose. Ce qui va aussi nous permettre d'avoir des défenses beaucoup plus agressives sur les aides, sur les stuns, etc. Et je pense que, en plus, on a des défenseurs qui sont bien meilleurs là-dedans. C'est-à-dire que quand on prend par exemple JT, Jrue Holiday, White, je trouve que en défenseurs d'aide mobiles qui sont capables un petit peu de sentir le coup pour feinter des aides ou doubler au bon moment et tout, on est sur cette typologie de défenseurs-là et ça tombe bien, on en a trois. Donc, pour moi, c'est vraiment la chose que j'aurais tendance à préconiser si j'étais Joe. Rassurez-vous, je le suis pas. Mais du coup, j'aime bien cet angle parce que tout simplement, c'est des grands moments et on sait qu'en plus, Luka est bon dans les grands moments. Il sera bon. Le but, c'est à quel point on va pouvoir l'user pour qu'il y ait des erreurs qui soient faites et que nos playmakers défensifs puissent en bénéficier, tout simplement. Après, tout le reste, pour moi, il faudra voir un petit peu comment ça se passe effectivement au niveau de cette variance et de pas prendre une série comme Wiggins a pu faire contre nous. Et encore, ils n'ont pas des joueurs de la qualité de Wiggins lors des finales qu'on a pu avoir contre Golden State. Mais j'aurais plus tendance à le prendre par cet angle-là. Je sais pas ce que toi t'en penses, Azad, mais Je suis plutôt d'accord en plus, avant de donner la parole à Zad, je suis plutôt d'accord avec toi Robin. L'autre aspect aussi, c'est que on sait que Lucas c'est quelqu'un qui aime bien chercher ses spots, notamment dans le short mi-distance et provoquer pas mal de fautes. Le forcer à lâcher le ballon, c'est aussi limiter les moments où tu vas pouvoir faire des fautes sur lui en fait. Parce que s'il a pas la balle, bah il peut pas aller provoquer de fautes. Et ça, je pense que ça peut être important parce que si à la moitié du premier quart-temps, t'as déjà, je sais pas, Jalen Brown et Porzingis ou alors Ford en fonction de qui est le starter, qui sont déjà à deux fautes chacun, ça peut vite être embêtant en fait. Azad, toi, t'es dans quelle équipe? Ouais, je pense que ça va beaucoup dépendre de la présence de Kyrie en fait. Et il y a des moments où ils sont pas sur le terrain ensemble. C'est ça qui est assez important aussi, de gagner toutes ces minutes où Lucas va jouer sans Kyrie, où l'attaque est beaucoup plus facile du coup à dérégler parce que tu peux du coup faire du late switch sur des pick and roll ou tu peux des late double après un switch sur un pick and roll. Donc en gros, tu concèdes le switch et tu attends une demi-seconde pour venir doubler ensuite Lucas. Et c'est souvent des moments où du coup le dribble est un peu moins dynamique parce que du coup il anticipe plutôt une attaque de switch. Et à ce moment-là, c'est une sorte de blitz en retard en gros et ça force souvent une passe. Et du coup ensuite tu as le 4 contre 3 pour Dallas qui va se jouer. Et le 4 contre 3 pour Dallas, t'es OK si c'est PJ Washington qui doit le jouer. T'es un peu moins OK si c'est Kyrie, quoi. Donc c'est un peu l'idée je pense que selon qui est sur le terrain à côté de Kyrie, tu n'as pas forcément la même volonté de lui sortir le ballon dans les mains, parce que pour lui sortir le ballon des mains, tu es obligé de payer un coût
tu payes une taxe défensive en gros. Donc ça veut dire que tu envoies un deuxième joueur où tu es très agressif, très haut sur le ballon. Donc plus tu vas être agressif haut sur Luka Doncic pour lui faire lâcher le ballon des mains, plus derrière le 4 contre 3 que Dallas va jouer, il va être joué dans un grand espace et plus tu vas avoir du mal à rattraper le décalage que tu as concédé pour que Luka sorte et donne le ballon. Donc en réalité, je pense que ça dépend beaucoup de la dynamique et des joueurs. Mais on va avoir des trucs assez intéressants, assez futuristes où par exemple Porzingis va peut-être parfois défendre sur, je sais pas, dans le dernier match contre Dallas, il défend sur Dante Exum qui porte le ballon. Donc on a Porzingis qui fait 2m21 qui défend sur Dante Exum qui remonte le ballon parce que c'est le plus mauvais shooter sur le terrain. Moi je pense qu'avant tout, dans toutes ces choses-là, ce qu'il va falloir faire, c'est être très agressif sur les stunts et de boucher la raquette le plus possible parce que Luka, il va pouvoir trouver des joueurs dans la raquette et sur lob dans tous les cas. Donc, ce qu'il faut le forcer, c'est d'aller chercher plutôt des joueurs dans les corners et du coup qu'ils soient moins. Enfin, je préfère que Derrick Jones Jr. prenne 15 tirs dans le corner que Derek Lively attrape 15 fois le ballon dans la raquette. Et du coup, pour moi, c'est ça qu'il faut vraiment congestionner, c'est l'accès à la raquette par la passe ou par le dribble, quitte à te faire battre à 3 points. Et on a une équipe qui a plutôt tendance à faire ça dans tous les cas. Boston est une équipe qui réduit le plus la fréquence au cercle des adversaires et qui laisse pas mal de volume à 3 points. Donc, à voir ce que ça va donner. De toute façon, Dallas est déjà une équipe qui prend beaucoup de 3 points, mais il va falloir faire attention à leur efficacité au cercle parce que les tirs qu'ils prennent au cercle sont redoutablement efficaces. Et après, les problèmes de faute, je suis moins inquiet des problèmes de faute parce que tu peux envoyer énormément de joueurs défendre sur Luka. Tu n'en as aucun qui va pouvoir l'arrêter, mais tu en as beaucoup qui vont pouvoir faire le service minimum en tout cas. Et je ne serais pas trop inquiété des fautes tant qu'elles ne tombent pas sur Tatum, entre guillemets. Mais c'est quand même assez rare qu'il se retrouve en foul trouble. Donc, je suis pas trop inquiet par rapport aux fautes. Mais dans l'approche défensive contre Luka, je pense qu'il faudra faire attention au fait de qui sont les 4 autres joueurs sur le terrain. Par exemple, Derek Lively est meilleur sur short roll. Derrick Jones Jr. va vraiment pas être capable de shooter. Josh Green va être un peu plus dynamique. Donc, je pense qu'autour de ça et des décisions que tu prends, ça sera en fonction du reste du 4 contre 3 en fait que tu es prêt à laisser jouer. Ouais, donc globalement, on est plutôt d'accord sur le fait que voilà, faut limiter les shoots dans la raquette, notamment les passes à Derek Lively ou Daniel Gafford, et aussi les shoots que Kyrie et surtout Luka adorent, là, le short mi-distance. Et d'ailleurs, dans ce sens, est-ce que, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de pick and roll, Luka adore ça, est-ce que sur du pick and roll, on l'avait, enfin vous l'avez un peu abordé au début du podcast, cette fameuse défense de drop, est-ce que sur le pick and roll de Luka Doncic par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt, parce que le problème du drop, Luka Doncic adore ça, parce que ça lui laisse cette zone intermédiaire pour son flotteur ou pour la passe en lob, et ça c'est quelque chose qu'il adore. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, typiquement, tu l'as mentionné un peu à Zad, à faire du switch roll sur les pick and roll? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire sens, ou est-ce que vous dites vous avez trop peur de tomber sur une match-up après et d'avoir une ISO Luka face à Horford ou face à Porzingis par exemple? Si tu veux, moi je pense que quoi qu'il arrive, il va nous plier. C'est-à-dire que le mec est tellement fort sur ce type d'attaque que, en fait, je pense qu'il va juste falloir défendre au mieux pour limiter la chose. Mais tu vas pas pouvoir. Il a le personnel, il a les compétences pour. Et encore une fois, finalement, je pense que la série, elle va plus être sur quelle attaque est la meilleure par rapport à la défense proposée que nous. Si déjà tu arrives à faire quelques playmaking défensifs, à l'énerver un petit peu parce qu'on sait que ça peut être une de ses faiblesses où il s'énerve un petit peu avec ses coéquipiers si jamais il loupe une passe mais en vrai après chaque spot est bon quand tu vois ce qu'il met encore sur la tronche des Wolves en finale de conf ou sur Gobert ou des trucs comme ça, je vois pas quelqu'un de chez nous défendre mieux que le step back Ouais, qui prend Gobert par exemple, tu vois. ouais, mais Donc typiquement,
est-ce que en termes de variance, même si on sait qu'il est capable de les mettre et qu'il peut en mettre plusieurs par match, est-ce que tu préfères pas De toute avoir façon, un... tu préfères qu'ils prennent des mauvais tirs, et c'est un mauvais Voilà, tir, c'est ça. évidemment. Mais le truc, c'est que de toute façon, que ce soit un mauvais tir, mid-range, contesté ou un step back à 3 points, le- on sait que normalement, on a le personnel pour essayer qu'ils prennent le plus de mauvais tirs possible. Mais il est capable de les mettre. Donc le but, c'est qu'ils les prennent pas du tout, avec des aides qui sont agressives, avec des pré-switch pour essayer de cacher le plus possible Porzingis dans les corners éventuellement ou sur des non-shooters comme le disait Azad. Et puis après, bah, tu vivras avec. Je pense que la série se fera, une fois que tu as fait ça, la série se fera de l'autre côté du terrain, à mon avis. Ah, parfait. Alors écoute, c'est une super transition. Merci Robin pour la perche tendue. Je vous propose de passer à l'attaque. Euh, et, euh, et du coup, bah, je te laisse, Azad, je vais te lancer là-dessus. On en a parlé aussi un peu, notamment si Porzingis est là, d'avoir un peu de post-up ou de jeu un peu plus varié. Mais on sait que les Celtics, notamment sur ces playoffs depuis l'absence de Porzingis, ont joué énormément de mismatch hunting, donc de chasser la mismatch. Euh, Ça va vraiment être ça la clé de la série. C'est en fait toute notre attaque, ça va être à chaque fois essayer d'avoir des séquences où on a Doncic ou Kyrie d'ailleurs impliqués dans l'attaque des Celtics et pour avoir des mismatchs, notamment bah, du Tatum sur Luka ou des choses comme ça. Ouais, mais en vrai, ça va. C'est l'attaque des Celtics dans tous les matchs un peu serrés depuis que Joe Mazzulla est arrivé, hein. Même, je pense que c'était déjà le cas avec Udoka. En fait, depuis que Brad Stevens n'est plus le coach, la stratégie offensive. Disons qu'il y a une pauvreté un peu tactique qui s'est mise en place du côté des Celtics depuis qu'on est passé d'avoir le meilleur coach de NBA au meilleur GM de NBA. Mais du coup, maintenant, on a le meilleur GM. Du coup, on a un GM qui est capable de construire des équipes avec un spacing franchement qu'on pourrait mettre au Louvre tellement c'est utile et tellement ça fonctionne. Mais la réalité de ça, c'est qu'on a surtout des joueurs, on a plusieurs joueurs qui sont capables de punir le mismatch parce qu'il n'y a pas que Tatum et Brown. Tu peux aussi le faire avec Derek White et avec Jrue Holiday. Par exemple, moi, ce que j'adore comme action, c'est quand les deux, ils se mettent sur un côté et qu'ils font des get action ou qu'ils font des end-off ou qu'ils font des pick and roll, des pick and pop à deux. Et souvent, ces deux gars sont des arrières et sont défendus par des arrières qui n'ont pas l'habitude de défendre sur le poseur d'écran ou alors qui savent pas forcément naviguer dans ces espaces-là. Et sur un espace, si tu fais ça sur un côté vide où il est presque impossible de venir en aide, tu peux t'offrir de très bons tirs et créer des situations très avantageuses. Donc la réalité, c'est pas d'attaquer que Lucas ou d'attaquer que Kyrie, c'est d'attaquer c'est de trouver un mismatch intéressant dans la construction de l'équipe. Et je roule l'idée avec par exemple un intérieur très costaud qui va pouvoir aller utiliser ça. Mais de l'autre côté, ce qui va être difficile aussi à obtenir, c'est s'il y a que Kyrie sur le terrain ou s'il y a que Lucas sur le terrain, tu as beaucoup moins de mismatch à attaquer. PG Washington est un défenseur correct. Derrick Jones Jr. a montré qu'il pouvait être un très bon défenseur. Derek Lively bouge très bien pour sa taille. Daniel Gafford aussi. Daniel Gafford va être plus sujet aux fautes, mais vu qu'il se partage les minutes, c'est un peu moins problématique. Je pense pas que Dante Exum va avoir beaucoup de minutes. Je qualifierais pas Josh Green de mauvais défenseur. Donc, il n'y a pas non plus énormément de possibilités défensivement. Et Kyrie Irving et Luka Doncic sont des cibles, mais ne sont pas des cibles aussi rentables qu'un Darius Garland, par exemple. Donc, il va vraiment falloir être bon dans cette approche-là et arriver à diversifier et le faire de manière dynamique. Parce que, par exemple, le match de Boston en mars contre Dallas, ils ont que 24% de fréquence au cercle et du coup, c'est vraiment, ils ont attaqué Dallas surtout sur du 3 points et heureusement ils en ont rentré 51%. Mais je pense que Boston va devoir apprendre à diversifier son attaque et arriver à gagner sans être en surchauffe à 3 points. Et moi, c'est peut-être la partie qui m'inquiète le plus parce que en réalité, Boston va avoir du mal à potentiellement obtenir des lancers francs et des tirs au cercle. Et pourtant, je pense que s'ils arrivent à faire ça, c'est gagné. Et je pense que mettre
Pour moi, l'attaque parfaite de Boston, ce serait une attaque qui arrive à répétition à trouver des situations au poste bas avec Tatum ou Jrue Holiday, même Porzingis ou Brown, défendus par Luka Doncic et de générer en fonction de ça. Mais du coup, faut que tu arrives à obtenir une position sur un côté, obtenir le switch, et ensuite passer le ballon à ce joueur-là qui est défendu par Luka au poste bas. Donc c'est pas facile, mais si tu pars de là, c'est ta meilleure disposition offensive parce que tu peux l'attaquer en 1 contre 1 et potentiellement obtenir un bon tir ou des fautes. Tu vas devoir faire très attention aux fautes, Luka. Et en plus, du coup, tu tires un peu sur l'ambulance et en plus de ça, tu le fatigues pour quand il va jouer en attaque. Donc pour moi, ça sera vraiment la chose à faire en attaque. Mais Luka ne va pas tout le temps jouer. Et ça fonctionne pas toujours très bien à Boston, l'attaque du mismatch, quand le mismatch se transforme en pull-up. Donc il faudra faire attention à ça aussi sur les moments où le shoot making ne rentre pas. Je suis d'accord, hein. On parlait encore une fois de l'utilité de Porzy. Typiquement, elle y est là. C'est-à-dire que l'encre offensive qui va représenter dans cette raquette, et pour déclencher justement éventuellement des aides ou des choses comme ça pour ensuite soit bénéficier de ton spacing, soit pouvoir lancer des attaquants qui face à des défenseurs qui ne sont pas mauvais mais juste corrects. Par exemple, un Brand qui arrive lancé face à n'importe quel défenseur d'en face, je considère ça comme un mismatch. Après, ça veut pas dire que la qualité du shoot pris sera bonne. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ces mismatchs. Et pour le coup, Azad en parlait. C'est pour ça que j'ai énormément aimé la série de Jrue Holiday face aux Pacers. C'est exactement ce que je veux voir de lui. C'est-à-dire la capacité à sanctionner à partir du moment où il sait que il a un avantage physique, athlétique ou de mouvement par rapport à son adversaire pour récupérer des tirs rentables. On l'a vu quand même plusieurs fois post-up des mecs pour pouvoir aller chercher des points faciles, tout ça. Je considère White un petit peu moins bon dans ce domaine, clairement. Je le vois plus sur du jeu off-ball ou bénéficier justement de passes une fois que les aides auront été déclenchées. Sachant que je trouve que malgré tout, euh, Kyrie Irving, on parle de mismatch par exemple quand on l'attaque, c'est un mismatch parce que c'est physiquement que c'est un mismatch parce que je trouve qu'il est assez sous-coté moi comme défenseur. Je le trouve pas négatif. Et du coup, pour le coup, ce sera notre capacité effectivement à aller chercher ou trouver ces mismatchs et de façon rapide. On sait qu'un problème qu'on a aussi, nous, c'est quand l'attaque elle freeze. Je me suis trouvé plutôt bon sur les Pacers là-dessus, où on a attaqué assez vite. C'est quelque chose qui nous va bien. Et dès qu'on se met à hésiter, on retrouve un peu notre pull-up game. Et ça, j'ai pas forcément envie de le voir. J'ai pas forcément envie de le voir parce qu'on a d'autres armes. On parlait de pauvreté tactique. Tout à l'heure en parlant de notre attaque. Je suis d'accord, oui et non, dans le sens où, oui, elle est pauvre en termes de variété, mais par contre, elle est efficace. On n'est pas l'attaque qu'on est. En fait, en gros, encore une fois, on reprendra mon expression, mais on n'est pas joli, mais on n'est jamais malade. Et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je conçois que ce soit pas beau à voir, mais par contre, en termes d'efficacité et de difficulté à défendre cette attaque, on est là. Donc moi je suis pour qu'on ne change absolument rien, même si des fois on va nous dire que c'est statique ou que c'est pas efficient, ok. J'ai plus tendance à dire attention à quel type de shoot on prend et de qu'est-ce qu'on fait des mismatchs obtenus. Et ça pour le coup c'est l'intellect de nos joueurs qui fera le taf, je pense, tout simplement. Surtout que, je pense que quand tu dis ça, moi je pense forcément au mismatch où on a Tatum justement sur un mismatch, mais plutôt que de finir au cercle, il va prendre son fameux turnaround jumper, là, son fade away à mi-distance. En ce moment, il n'a pas une très bonne adresse sur ses playoffs. C'est vrai que ce genre de shoot, s'il peut les garder juste pour la fin de match, pour en mettre 2 pour gagner, s'il veut, mais le limiter un maximum parce que c'est vrai que c'est pas les shoots où il est le plus efficace, surtout sur ses playoffs. Les gars, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc sur la défense ou sur l'attaque, ou sinon on passe au prono. Non, je suis assez d'accord. Et puis même quand je parle de pauvreté tactique, je pensais plus à une capacité aussi de s'adapter d'un match à un autre, d'une action à un autre.
Et ça va être très intéressant à regarder. Parfois, je trouve qu'on a pu remarquer des manques d'ajustement ou des entêtements un peu dans les rotations de Mazzulla. Je pense à Grant Williams qui a un peu pas joué le playoff l'année dernière, alors que quand il jouait, il y avait quand même des apports vraiment intéressants. Son entêtement à vouloir faire jouer Peyton Pritchard aussi l'année dernière avait coûté un carton entier sur un match perdu contre Miami. Donc son entêtement à certaines rotations, moi par exemple, j'espère vraiment qu'on va pas avoir une seule minute de cornet en finale, parce que autant je veux bien qu'on accepte d'avoir Porzingis sur le terrain pour l'apport offensif et qu'on subisse un petit peu potentiellement le drop avec ça, j'accepterais pas que ce soit avec Cornet qui lui apporte rien en attaque et qui aspire le spacing. Pour moi, c'est Tillman qui doit jouer ses minutes de backup intérieur, parce que du coup, justement, déjà, c'est moins un problème offensif parce qu'il a une bonne capacité de short roll, pose des bons écrans, c'est un bon passeur, il lit bien le jeu. Et en plus, défensivement, il t'apporte beaucoup plus de flexibilité, justement, sur du switch all. Pour moi, c'est hyper important que ça, on s'adapte et qu'on ne tienne pas à faire jouer Cornet parce qu'il a fait une bonne saison et que c'est une super pom-pom girl. Et à côté de ça, les minutes de Sam Hauser et de Peyton Pritchard aussi, je vais faire super attention parce que pour moi, avoir Sam Hauser, c'est avoir un mec qui peut justement gêner Dallas parce qu'ils sont très agressifs sur les stunts, et avoir un mec qui peut vraiment punir à 3 points à haut volume et à longue distance, c'est très important. Et je suis pas sûr que Pritchard ait une bien meilleure valeur structurelle que Sam Hauser. Pourtant, on a beaucoup plus vu de Pritchard que de Sam Hauser. Donc, je vais beaucoup faire attention à ça au fur et à mesure de la série, de qui joue et de quelle manière et de comment on s'adapte d'un carton à un autre et d'un match à un autre. Je trouve que c'est excuse-moi, Tison. Je trouve que c'est la première équipe, en fait, qui nous montre que notre profondeur, elle est pas si énorme que ça, parce que la profondeur de banc qu'on a à l'heure actuelle, c'est vraiment une profondeur qui est faite pour entourer nos gars et qui leur va très bien, mais c'est une profondeur de concession. Et en fait, vu que l'attaque de Dallas va constamment nous forcer à faire des concessions, t'es obligé de faire attention à ça. Et par exemple, Hauser alors j'ai pas les stats sous les yeux, mais j'ai quand même l'impression qu'il est pas mal en travers quand même sur ses playoffs. À quel point en fait tu vas compter sur son spacing et la confiance qu'il a en lui et son shoot retrouvé, à quel point tu vas prendre le risque en fait de le mettre. Et typiquement, par exemple, sur des grands moments, j'ai plus l'impression que Pritchard a la confiance pour éventuellement mettre des shoots ou t'apporter ce spacing malgré ce qu'il te propose en défense. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour le coup, à quel point en fait, voilà, on va faire confiance à ce banc-là et décider en fait de s'exposer pour bénéficier de leur rapport potentiel offensif. L'autre avantage, c'est que ça se passe en finale et que du coup, tu n'as plus de calcul à faire pour les séries qui arrivent. C'est-à-dire que si tu dois limer tes joueurs, tu vas les limer. Donc du coup, c'est aussi une bonne chose de savoir que dans l'ensemble, on arrive quand même plutôt frais, hein, et avec peu de pépins physiques, hormis le point d'interrogation KP, parce que tu sais que tu vas vraiment pouvoir, si c'est nécessaire, utiliser tes titulaires, mais vraiment au maximum du maximum. Bah, c'est vrai qu'en plus, pour revenir sur le supporting cast, c'est vrai que la profondeur, je pense qu'on a surtout une profondeur de saison régulière en fait. Les Cornets, les Pritchard, même si Pritchard a fait 2-3 trucs sur certains playoffs, mais de manière générale, les Pritchard, Cornet, même Tillman, même Brissett, c'est des gars qui t'apportent de la profondeur en saison régulière pour te permettre de faire souffler tes stars et que tes stars arrivent en playoff pas cramés en fait. Mais arrivé en playoff, bah en fait on a une rotation de allez 6-7. 7 parce que j'inclus Hauser. Et là où ce que je voulais dire avant que tu commences Robin, c'est sur Hauser justement. Azad, t'en avais parlé vous en aviez parlé avec Hugo et Johan lors de la review, donc du dernier épisode. C'est vrai que le problème d'Hauser, comme beaucoup de profils comme ça qui sont un peu des spécialistes du shoot, c'est que quand le shoot rentre pas, tu deviens un peu inutile entre guillemets. Après, c'est vrai que je pense qu'Hauser est quand même respecté à 3 points et que même si son shoot ne rentre pas, vu qu'il a montré que c'était un shooter, un gars qui pouvait mettre ses 3 points,
même s'il est dans une phase où ça rentre pas, il va quand même apporter le spacing parce que je pense pas que Dallas aura envie de laisser trop souvent Hauser ouvert. Sauf si Dallas voit que dès le premier match, Hauser il est à 0 sur 4 à 3 points. Là, peut-être qu'ils vont se permettre de le laisser ouvert. Mais de manière générale, on a vu que Hauser, sur toute une saison, était capable de rentrer des 3 points sur gros volume. Donc je pense que même s'il n'a pas l'efficacité, évidemment pour les Celtics, il faut qu'il l'ait. Mais même s'il l'a pas, je pense que ça apporterait quand même du spacing pour l'attaque des Celtics. Les gars, un prono. On passe au fameux prono. Qui veut se mouiller en premier et qui va annoncer les Mavs champions? Moi, je peux me mouiller si vous voulez, hein, ça me dérange pas. Je pense qu'ils ont le meilleur joueur de la série, sans trop de débat possible. Je pense qu'ils peuvent avoir le deuxième, mais c'est beaucoup plus discutable. Il faudra un grand Kyrie et que nous, JT soit en dedans. Et je pense qu'après ce qui s'est passé avec les Warriors, il le sera pas. On a plus d'armes offensives par rapport à ce qu'ils peuvent nous répondre en défense. Et du coup, j'aurais tendance quand même à pencher sur une victoire de Boston en 4-2 ou en 4-3, en 6 ou en 7, de mon point de vue. Tu penses Mais que je vois bien une série sur qui c'est qui attaque le mieux, hein, clairement. tu penses que si ça va en 7, t'es serein un match 7 de pas le donner à Luka? Être serein sur un match 7, si quelqu'un est serein déjà sur un match 7, tant mieux pour lui, hein, c'est qu'il est inconscient. Faut que tu joues Mais, contre les Sixers. Mais si tu veux, j'ai pas vu non plus, enfin, c'est pas comme si JT nous avait pas montré que dans les matchs qui comptent, il est pas là, hein. Faut pas l'oublier non plus, hein. Quand match 6 face aux Bucks, quand là-bas match 7 face à Philly, ça va, on a aussi quelqu'un qui est là dans les grands moments. Je pense que on a suffisamment de gens qui lui tapent dessus en ce moment pour nous avoir confiance en lui. Oui. Donc pour le coup, j'ai plus confiance en ce que Brad Stevens a construit, en ce qui a été montré jusqu'à ce début des playoffs où pour le coup on a fait quand même preuve de sérieux. On a su tuer les gens quand il fallait les tuer et pas leur donner d'espoir. Et du coup, je pense qu'un énorme game, tu sais, à l'adresse forcerait un game 7, mais je nous vois en 4-2 ou en 7. Ça marche. Voilà. Azad? Ouais, je dirais Boston en 4 ou 5. Je veux dire 5 parce que je pense que Dallas va faire un gros match au scoring. Mais je pense que structurellement, tu vois, genre, c'est toujours des questions de match-up. Et en réalité, Minnesota ont éliminé Denver parce que c'était l'équipe la plus adaptée et Dallas était équipé pour battre Minnesota. Et ça fait pas que, par exemple, Dallas aurait battu Denver et toutes ces choses-là. Et je pense que moi, je repars pas de ce que j'ai vu enfin, je prends en considération de ce que j'ai vu des playoffs de Dallas, qui est très impressionnant. Je prends aussi en considération les équipes contre lesquelles ils ont été très impressionnants et pourquoi ils l'ont été. Et dans les raisons qui leur ont permis de battre ces équipes-là, je vois pas ces raisons applicables face aux Celtics. Donc, je pense que déjà, ça aide beaucoup. Je pense que Boston, qui a joué que 14 matchs, dont je sais pas combien de blowouts sur les playoffs. En fait, Boston, ils ont joué quoi? Ils ont joué 4 matchs serrés depuis le début des playoffs, sinon ça a été que des blowouts. Donc ça fait depuis le 15 avril ils ont pas trop tiré sur la corde. Je pense que ça va être ultra intéressant pour eux d'avoir cette capacité-là aussi d'aller enfin taper taper dans la citerne, parce que pour l'instant ils n'ont pas vraiment ouvert le robinet. Clairement, je pense que tu dois être confiant. T'as une bien meilleure équipe, t'as des meilleurs joueurs. Enfin, je pense que peut-être que Dallas a les 2 meilleurs joueurs de la série, mais Boston a le 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Et l'importance du supporting cast, pour moi, est énorme dans les playoffs. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point il y a 3 All-NBA à Boston. Il y a Jason Tatum et après il y a ces joueurs-là qui deviennent All-NBA sur un match en fait. Et Horford peut faire un match All-NBA sur 48 minutes. Porzingis à cet apport-là, parfois sur un match où il va tout éclater. Parfois ça va être Jaylen Brown, parfois ça peut être Derek White,
Parfois, ça peut être Jrue Holiday. Donc, en fait, il y a vraiment cette profondeur-là de supporting cast très qualité. Et de l'autre côté, je pense que on se rend pas compte à quel point le supporting cast de Dallas est pauvre, en fait, en termes de flexibilité. Je pense que le troisième meilleur joueur de Dallas, c'est Derek Lively. Et moi, je le trouve vraiment très, très fort. Et je pense que c'est même sous-estimé à quel point il va être impactant sur les finales, que ce soit en attaque ou en défense. Mais après, il y a quand même vraiment des joueurs à compromis. Et Boston a moins de joueurs à compromis, je trouve. Et du coup, voilà. Donc, par contre, je suis pas sûr sur le Dallas qu'elle est deux meilleurs joueurs. Ah, je mettrais quand même Tatum devant Kyrie, je pense. Même si peut-être que Kyrie fait des meilleurs playoffs statistiquement, mais dans l'importance et l'impact, je mettrais quand même Alors, Tatum en Oui. deuxième. mais c'est inconditionnel hein, que j'ai dit. Il faudra un grand Kyrie et un petit JT pour que ce soit pas Ouais. JT le deuxième meilleur joueur de la série. Mais par Totalement. contre, très très heureux d'entendre et de noter que Hazard toute la saison nous a fait passer les Celtics pour une équipe plus proche du tanking que du titre NBA, Non. pour finalement nous annoncer qu'ils vont mettre un sweep aux Mavs en finale NBA. Ça Bravo aurait les Mavs, on n'a rien pu faire. Ça aurait été. Non, mais pour moi, Boston allait pas être champion parce qu'ils allaient tomber contre Denver en finale. Et tu vois, si c'est Denver en finale, je vous annonce 4-1 Denver. Et Oh, vraiment. le jinx le plus long de l'histoire. Il a jinxé pendant toute la saison régulière. Ouais. Donc, ouais, espérons que ça. Mais ouais, je pense. Je vais pas dire 4-0 parce que t'as forcément un match qui peut tomber du côté de Dallas, mais ouais, 4-1 Boston. Bon, on l'espère. Ouais. Euh, Et toi ça, alors? moi, je pense que je vais jouer petit bras, mais moi, je vois plus un 4-2 Celtics comme Romain. Je pense qu'à mon avis, Je c'est ce suis qui donc petit ressort le bras. plus. Ouais, parce que 4-2, c'est un peu le pic. 4-2 pour le favori, c'est un peu le prono classique, quoi. Ouais. Le favori en C'est 6. la Suisse. Bon, par C'est contre, le c'est vrai pic que suisse. voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est marrant de voir que est-ce que les Celtics sont favoris? Parce que nous, on est tous d'accord pour dire que les Celtics sont quand même en théorie favoris. Mais quand on regarde un peu et qu'on lit certains trucs, on a l'impression que tout le monde est pour Dallas. Donc, Si tu veux, c'est entre ceux pour qui les gens sont et être favori, c'est différent. oui, ouais. J'entends aujourd'hui, en fonction des parcours, en fonction des stars qu'on préfère pas être pour une chose, mais aujourd'hui, force est de constater que qui c'est qui a la meilleure saison régulière, c'est nous, qui c'est qui a le parcours le plus simple en playoff, c'est nous, qui c'est qui sommes le plus frais, c'est nous, et qui avons le plus l'habitude de ces moments-là, bah, force est de constater que c'est nous aussi. Donc il y a un moment, faut aussi assumer, et je pense que c'est très bien si les joueurs le font. Et j'ai l'impression que ce qui dégage en fait depuis le début de ces playoffs, c'est le cas, c'est qu'ils assument leur statut pour le coup. Et ce serait se tromper de dire bah non, mais vous savez, Luka en feu, oh là là, faut pas tester tout. Ok, Luka en feu, c'est monstrueux, c'est sûrement le meilleur joueur de la ligue là avec Jokic, enfin en tout cas il sera top 5 et pas cinquième pendant encore je sais pas combien de temps tant qu'il boit pas des bières après les matchs. Et du coup oui forcément qu'on a peur de ces gens-là. Après encore une fois c'est un sport d'équipe et si aujourd'hui on trouve pas qu'on a une meilleure équipe que Dallas, eh ben, je trouve que c'est problématique. C'est un peu se voiler la face. Donc, faut aussi prendre le fait que, bah oui, on est favori. Oui, si tu perds, ce sera une contre-performance. D'accord? Et donner un pronostic en fonction de ce qu'on pense, pour le coup. Et c'est pas être un homer Plutôt. que de dire ça, hein. Parce que je respecte énormément Dallas. Je suis très content de les retrouver en finale. Je pense qu'en plus, ça va être une belle finale parce que ce soit 4-1, 4-0, 4-2, 4-3, etc. Je pense que ça va être une belle opposition avec des, 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 des beaux plays et tout. Je suis vraiment content de les voir. Ce sera pas, à mon avis, une guerre de tranchées comme certains match-up peuvent l'offrir. Donc je pense que ça va être très agréable à regarder et du coup, j'ai hâte en fait. Ouais, totalement. Et je pense aussi aux fans, notamment les fans neutres. Le retour de Kyrie à Boston, ça va être sympa en termes d'ambiance, je pense. Donc à ne pas manquer, qui sera du coup dans la nuit de jeudi à vendredi, si je dis pas de bêtises, le premier match. C'est ça. Ouais, Et ou de n'oubliez pas de mercredi à jeudi. profiter quand même des joueurs plus que des humains, pour le coup, puisque Kyrie Irving, c'est quand même un putain de joueur incroyable.
Ouais, qu'on aime ou qu'on totalement n'aime pas. d'accord. Je veux dire, là, on a quand même des stars qui sont bons en plus dans les grands moments, qui sont agréables à voir, même stylistiquement parlant. Et du coup, moi, j'espère vraiment que dans l'ensemble, on se comportera bien avec ce gars et qu'on profitera pleinement de la finale parce que pour le coup, on a suffisamment de mecs à aimer chez nous pour ne pas s'occuper en fait de ce qui se passe à côté, je trouve. Totalement d'accord. Et du coup, sur ce petit discours tel Miss France, Robin Miss France, on va conclure là-dessus. Waouh. Ouais. Et il a dit que t'étais Scorsese. Moi, je dis que c'est Miss France. Bon, allez, Miss Monde si tu veux. Alors, Miss Univers. Miss Rhône-Alpes. On finit là-dessus. Du coup, n'oubliez pas que la review des finales de conférence face aux Pacers est évidemment disponible et que l'ensemble de toutes les vidéos analyses du trèfle, mais on peut enlever du trèfle et mettre deux Hazard, sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc voilà, quelque chose qu'on dit pas souvent, c'est vrai que c'est pas trop notre style, mais je vais le faire quand même parce qu'apparemment c'est la mode, il faut le faire, de pas oublier de s'abonner à YouTube, sur Spotify, sur Deezer, enfin sur toutes vos plateformes d'écoute, à noter, mettre des 5 étoiles, des likes, tout ça. Donc ça nous donne un peu de visibilité, donc ça c'est cool. Et voilà, et on vous souhaite une très bonne finale, deux très bonnes finales NBA. Et en espérant que le prochain épisode qu'on tourne, ce soit avec la 18e bannière au plafond du TD Garden. Les gars, merci à vous et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, ciao. Salut tout le monde. Ciao. Who's gonna win it? The Celtics! Because there's no other reason why. The Celtics are the balls.